Bonjour, bienvenue à cette émission qui est une masterclass sur le thème de la génétique et de la médecine de précision en oncologie. C'est organisé par la Société française de médecine prédictive et personnalisée avec le soutien institutionnel des laboratoires Janssen et puis la réalisation d'Equatour. Donc on va aborder un sujet important aujourd'hui sur l'utilisation de la génétique en cancérologie au travers de cette médecine de précision. Et pour ce faire, on va développer en fait deux sujets. Donc j'ai sur le côté gauche une équipe de généticiens, cliniciens. C'est important aujourd'hui de raisonner sur ce que l'on peut faire au niveau des analyses et ce que l'on doit faire au niveau des règles de prescription qui régissent la prescription de ces analyses. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Damien Saint-Laville. Bonjour Damien. Bonjour. Damien, tu es le chef de service de la génétique aux hôpitaux civils de Lyon. Et puis tu es le président actuel de la Fédération Française de génétique humaine. Des composantes de la génétique française. Merci d'être avec nous. David, tu es le président des cliniciens en génétique. Hein. C'est ça, exactement. Bonjour Pascal, donc l'association francophone de génétique humaine. Et puis tu es cofondateur aussi de la SFMPP. Également. Tu as vu, on arrive à le dire à peu près bien. Hein, on arrive à le dire, toi aussi tu es cofondatrice de la SFMPP aussi. Frédéric Podolorca. Salut Frédéric. Difficile de te présenter, pathologiste de renommée internationale, excuse voilà, pour toi des gros, directrice du centre Jean Perrin et directrice adjointe d'Unicancer aujourd'hui. Et enfin Pierre, mon cher Artus, salut. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pierre, tu es urologue à Saint-Louis, tu es professeur à l'université de Paris-Cité. Et puis tu es un membre actif de l'AFU où tu as de multiples fonctions. Exactement. Ok, super. Bon, on va démarrer. Peut-être par le début, qui est ces analyses en génétique. J'en ai la parole à Damien pour qu'il nous brosse un petit peu le paysage actuel des analyses génétiques. Merci Pascal. Effectivement, le but est de lancer un petit peu le schéma de ces analyses génétiques et du contexte de ces analyses génétiques. Donc, tout d'abord, il faut bien différencier que quand on va prescrire une analyse génétique, il faut savoir si on parle du constitutionnel ou de l'acquis. On différencie en génétique les analyses constitutionnelles. Donc on est constitué de cela. Donc c'est toutes nos cellules depuis le développement de l'embryogénèse fœtale et puis notre constitution. Et donc dans ces cellules, on a des cellules somatiques, le foie, le cerveau, le rein, et on va acquérir au cours de la vie un certain nombre de variations, et donc on va avoir une évolution de notre génome, et malheureusement, quelquefois, ces variations vont faire que le cycle cellulaire est dépassé, et on va avoir une tumeur, et là, on va parler d'acquis. Donc quand on va faire une analyse génétique sur une pièce tumorale, on va finalement analyser des variations, certes constitutionnelles, mais surtout acquises au moment de la tumeur. Donc on différencie toujours les analyses constitutionnelles. Donc en général, c'est des prélèvements sanguins ou des prélèvements buccaux qui sont le reflet de nos variations génétiques et de notre patrimoine génétique constitutionnel. Des analyses acquises sur la tumeur, où là on a beaucoup plus de variations, parce qu'effectivement il y a beaucoup de variations génétiques qui vont s'accumuler au sein de la tumeur. Un deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'en fait on pense qu'on a un génome, mais on a plusieurs génomes. On a le génome nucléaire. Le génome nucléaire, c'est notre information génétique qui est au sein des cellules nucléées. C'est la grande majorité de notre patrimoine génétique. Mais on a aussi d'autres génomes. On a le génome en particulier dans les mitochondries. Donc les mitochondries, c'est des petits organites qui sont en fait dans les cellules, dans lesquels il y a de l'ADN. Et en gros, c'est des productions, ils produisent l'énergie de la cellule. Donc on a aussi cet ADN-là qui est moins impacté dans le cancer. Et puis on a d'autres sources d'ADN. On a de l'ADN circulant. Donc en fait, quand nos cellules vont mourir, on dit qu'elles rentrent en apoptose, on va avoir de l'ADN qui circule. Donc ça, c'est de l'ADN constitutionnel. Mais il y a deux situations particulières. Une, par exemple, quand la femme est enceinte, on va avoir de l'ADN fœtal, plus exactement placentaire, qui va circuler dans le sang de la mère, donc des petits fragments d'ADN. Et par exemple, c'est à partir de cet ADN qu'on va faire le dépistage prénatal non invasif. Et également, quand il y a une tumeur,
cette tumeur va se développer, le cycle cellulaire va faire que les cellules se divisent, elles vont aussi rentrer en apoptose, et il y a de l'ADN qui va se mettre à circuler, c'est ce qu'on appelle l'ADN circulant, et on peut faire ce qu'on appelle des biopsies liquides qui vont permettre éventuellement effectivement de faire des analyses génétiques, par exemple pour un suivi suite à une chimiothérapie ou un pronostic, voire éventuellement caractériser une tumeur. Et puis la dernière source d'ADN qu'on a, c'est ce qu'on appelle le microbiote. C'est qu'effectivement, alors le microbiote le plus connu, c'est le microbiote intestinal. On a tout un tas de bactéries dans notre intestin. Ces bactéries ont de l'ADN et donc c'est également une source d'ADN. Alors après, quand on va étudier notre patrimoine génétique, il y a plusieurs niveaux. On dit qu'on fait de la omique. Alors la omique, c'est un terme générique. Et donc, quand on étudie l'ADN, on dit qu'on fait de la génomique. On étudie finalement notre génome. Cet ADN, on va pouvoir le transcrire pour ensuite faire devenir une protéine. Donc quand on étudie les transcrits, donc finalement la photocopie de l'ADN nucléaire, on dit qu'on fait de la transcriptomique. Et par exemple, dans les cancers, il arrive qu'on demande des analyses de type transcriptomique. Donc là, ça va être l'ARN messager, et ce n'est pas le génome qui est analysé. Et puis ces transcrits, ces ARN, vont être traduits en protéines, et les gens qui étudient les protéines de l'organisme, on dit qu'ils font de la protéomique. Alors, je disais, dans le génome, on a des variations. On différencie essentiellement 3 types de variations dans le génome. Des variations dites nucléotidiques. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 bases, A, T, G, C. Et maintenant, dans le génome, il y a une base T qui peut être remplacée par exemple par une base C ou une base A. C'est une variation nucléotidique d'une base, on appelle en anglais un SNV pour Single Nucleotide Variant. On a beaucoup de variations de ce type-là qui ont été décrites chez les personnes. Le deuxième grand type de variation, c'est ce qu'on appelle les CNV. CNV pour copy number variation, des variations de copies. On gagne des régions de notre génome, on perd des régions de notre génome. Et puis le dernier type de remaniement qui est décrit, de variation, c'est ce qu'on appelle les remaniements chromosomiques équilibrés, les translocations, c'est-à-dire finalement on n'a rien perdu, rien gagné, mais il y a des échanges entre les chromosomes. Pour analyser en fait ces variations, par exemple pour les remaniements chromosomiques, historiquement c'est le karyotype. Dans les hémopathies, on fait des karyotypes, dans des tumeurs solides, on faisait des karyotypes aussi, mais c'est dépassé, maintenant on peut faire de la fiche, l'hybridation in situ en fluorescence. Pour des remaniements complexes, on peut faire de l'ACPA pour regarder les petites pertes et les petits gains de matériel. Donc l'ACPA, c'est l'analyse chromosomique sur puce ADN, qui a une meilleure résolution que le karyotype. Et puis pour regarder les petites variations nucléotidiques, historiquement, on faisait du Sanger, c'est des analyses ciblées qui prenaient du temps. Et maintenant, on a développé les techniques qu'on appelle NGS pour Next Generation Sequencing, qui n'est pas un très bon terme, puisqu'en fait, on fait du séquençage massif en parallèle. On parle de séquençage à haut débit. Et on est capable de séquencer finalement un gène, plusieurs gènes, on appelle ça des panels de gènes. Par exemple, il y a le panel HBOB qui est très connu en cancérologie, mais on peut aussi séquencer l'ensemble des régions codantes, qu'on appelle des exons, et on dit qu'on fait un exome, voire carrément le génome en entier. Et donc là, on va faire l'analyse du génome. Alors, on a tous beaucoup de variations, et en particulier dans les tumeurs, il y a beaucoup de variations. Donc la question qui se pose, c'est les outils bioinformatiques pour nous aider à interpréter finalement les variations qu'on va identifier et la connaissance des biologistes ou des anapathes pour identifier les variations qui sont vraiment responsables ou sur lesquelles on peut avoir une action en termes thérapeutiques et en théranostiques par exemple. Et donc on va classer ces variations au niveau international, il y a des classes qu'on va classer de 1 à 5. Les classes 1 et 2, c'est des variations qui sont a priori bénignes, qui n'ont pas de rapport avec la pathologie. Les classes 4 et 5, c'est des variations qui vont être considérées comme pathogènes et qui seront en lien avec la pathologie, pour lesquelles on va retenir cette variation comme ayant un rôle dans la pathologie ou ayant un rôle pour la thérapeutique. Et puis il y a une troisième classe, qui est la classe de ce qu'on appelle les VOO ou VSI, pour variants de signification inconnue, c'est-à-dire que dans les connaissances actuelles, on ne sait pas interpréter correctement cette variation. Et donc cette variation, au fur et à mesure d'études complémentaires, on pourra un jour peut-être la reclasser. Et donc, je vais finir cette brève introduction pour dire qu'actuellement, il y a le plan France Médecine Génomique, dans lequel on peut effectivement faire des analyses génome, exome et transcriptomiques pour un certain nombre de préindications dans des tumeurs ou en oncogénétique. Voilà pour cette partie introductive. Merci Damien. Il y a un truc qu'on a souvent dans les résultats aujourd'hui, y compris en oncologie, on voit arriver des variants, il y a plusieurs dénominations d'ailleurs, VSI, variants de signification inconnue, ou bien variants de classe 3. Et donc, on peut les utiliser ou pas au niveau clinique, parce qu'on est tenté des fois,
On sait qu'il y a des traitements ciblés derrière. Est-ce qu'on peut ou pas utiliser ces variants? Ces fameuses classes 3, comme on dit, c'est de signification inconnue. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ces classes 3, c'est-à-dire que ça peut être une hypothèse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui pourrait être intéressant parce que c'est un gène qui appartient à une famille de gènes connus par exemple dans la cancérogénèse, mais dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas conclure. Donc c'est une petite alerte pour dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, il y a quelque chose, on ne sait pas, mais on ne peut pas asseoir un diagnostic ou proposer une thérapeutique sur une classe 3. Je crois que c'est important de le rappeler parce qu'on ne peut pas l'utiliser en médecine dite prédictive, mais on ne peut pas l'utiliser non plus avec une volonté thérapeutique. Ce n'est pas actionnable dans l'état des connaissances. Dans l'état actuel des connaissances, on ne le sait pas. D'accord. Mais les connaissances peuvent évoluer. Donc, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait si on avait rendu un résultat, là pour le coup en constitutionnel, une classe 3, qui s'avère devenir une classe 4 ou 5? Alors c'est toute la question de la réanalyse des données, donc du suivi finalement de la littérature, de l'historique, d'avoir un historique de finalement ce qu'on a rendu pour éventuellement pouvoir reclassifier. Donc la question c'est est-ce que c'est les cliniciens qui doivent finalement demander une interprétation? Est-ce que c'est les biologistes qui doivent faire cette veille? Est-ce que c'est à des groupes comme Génétique et Cancer ou d'autres de proposer effectivement des veilles un peu systématiques? Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, doit se mettre en place le CAD, collecteur analyseur de données, qui pourrait avoir ce rôle-là de réanalyse plus régulière pour justement alerter. Il y a des systèmes comme Genome Alert qui ont été développés par exemple par un étudiant de David Geneviève pour justement alerter en disant ce gène-là, vous l'avez déjà rencontré, la classification a changé. Et donc ça, c'est des choses qui doivent se mettre en place, qui vont changer un peu nos cultures, qui vont modifier un peu nos circuits, parce que ça va être finalement du temps supplémentaire, puisqu'on est déjà un peu vraiment absorbé par toute la routine. Et donc il faut un peu se rappeler de ce qu'on a rendu auparavant. Et c'est une question très importante, parce que passer en classe 3 en classe 5, ça veut dire que là, maintenant, on peut proposer quelque chose aux patients. On peut signaler COVAR, qui est une initiative de Curie, initialement, et qui a permis, à partir de la collection des données françaises, qui sont assez fédérées, de pouvoir reclasser un certain nombre de variants et qui exercent véritablement une veille. Alors on parlera après des applications justement dans la prostate. Et donc on a ce retour par ce système français qui est très opérant, on peut le signaler. David. Alors, parce que c'est très beau d'avoir des analyses génétiques, mais ça a l'air compliqué de les prescrire. Il y a des régulations, des lois, même des décrets. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que, en fait, prescrire un examen génétique, maintenant, ça devient une routine, ça devient même indispensable. On a besoin d'avoir des diagnostics de précision, on a besoin d'orienter les traitements. Donc, l'examen génétique devient un examen de routine parmi tant d'autres pour pouvoir justement prendre en charge les personnes malades. Donc ça, c'est peut-être la première chose, c'est de dire pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est devenu incontournable, c'est devenu indispensable pour pouvoir proposer cette fameuse médecine personnalisée, diagnostic de précision du XXIe siècle. Donc effectivement, en France, on a un système de régulation de la prescription de l'examen génétique pour que ça soit fait dans les règles de l'art, pour qu'on essaye au maximum de permettre à la personne malade d'avoir une autonomie dans sa prise en charge, une autonomie de décision pour pouvoir choisir ou non de faire tel ou tel examen génétique. Et tous les textes de loi sont faits dans cette optique-là, de pouvoir donner de l'autonomie à la personne malade. Donc oui, c'est très réglementé, et on pourrait se poser un certain nombre de questions, c'est qui a le droit de prescrire un examen génétique, de quoi on a besoin pour prescrire un examen génétique. Alors, je vais rebondir sur ce que Damien avait dit, c'est-à-dire qu'on a des examens génétiques, soit de la tumeur, et si on fait un examen génétique de la tumeur, là on peut faire un examen très simplement, on n'a pas besoin d'avoir ce que l'on appelle un consentement éclairé, c'est un document signé par la personne malade. Un simple accord, le noter dans le dossier est suffisant. Si par contre je veux faire un examen génétique des caractéristiques d'une personne, l'examen génétique des caractéristiques d'une personne, c'est comme ça que ça s'appelle, là je vais avoir besoin de demander l'autorisation de la personne malade pour faire cet examen génétique. Et en réalité, les textes de loi ayant beaucoup changé depuis la première fois où on a fait la révision des lois de bioéthique en 1994, où le consentement éclairé est devenu obligatoire, et les nouvelles révisions de 2021, il est vrai qu'on doit poser maintenant un certain nombre de questions à la personne malade en amont du test, avant de pouvoir faire ce test. L'idée étant de ne pas prendre à dépourvu, avec des résultats qui n'étaient pas forcément ceux qu'on voulait, cette personne, et y compris sur un certain nombre d'éléments qu'on va voir ensemble. L'idée de ce consentement et de l'encadrement du consentement, c'est que la personne qui prescrit le test génétique doit comprendre ce qu'il prescrit,
il doit comprendre les implications que ça va apporter pour la personne, de prise en charge. Ça, en général, quand on prescrit un examen, on sait qu'on va changer la prise en charge, mais également comment ça va changer potentiellement son projet parental. Si cet examen débouche sur une modification du projet parental, diagnostic prénatal, préimplantatoire, la personne doit en avoir la conscience avant d'accéder à cet examen génétique. Il va aussi être nécessaire d'informer sur le délai des résultats, parce que ça fait partie des choses. C'est écrit clairement dans les textes de loi, on doit donner une fourchette du délai de résultat. Et derrière, il va y avoir, en fonction des révisions des lois de bioéthique, un certain nombre d'autres éléments obligatoires. Le premier, c'est que si on fait un examen génétique d'une personne et qu'on trouve une information qui dépasse cette personne, qui est familiale, héréditaire, il va y avoir une obligation de faire circuler ce résultat dans la famille. Ce qui veut dire qu'en amont, la personne va choisir si c'est elle qui fait circuler l'information, si elle charge le médecin, ou si elle décide de ne pas faire circuler l'information. Par contre, ça veut dire qu'elle se met en défaut par rapport à la loi et elle prend un risque de perte de chance pour les apparentés et ça pourrait se retourner contre elle. Il y a d'autres éléments qu'il va falloir demander, c'est s'il y a eu un don de gamètes ou pas. Parce que si des enfants sont issus de ce don de gamètes, eux-mêmes sont à risque d'être porteurs de la maladie génétique et doivent être informés une fois que le résultat est fait, avec toutes les difficultés que ça va représenter, de dire cet enfant, son parent légitime, c'est pas son parent biologique, cet enfant est potentiellement porteur d'une variation génétique, il développera plus tard peut-être une maladie génétique, une prédisposition génétique à un cancer par exemple, et puis lui-même il aura un risque de le transmettre à ses enfants. Et puis on rajoute comme ça, en fonction des différentes révisions des lois de bioéthique, d'autres informations. Et une des dernières informations dont je vais parler, qui est importante, une des avant-dernières, c'est que plus on fait des examens qui regardent des choses, exome, génome, dont a parlé Damien, plus on a un risque d'identifier d'autres maladies génétiques sans lien avec ce qui était recherché initialement. On va parler de découverte incidente ou accidentelle. Le biologiste, en regardant les résultats, va identifier une variation dans un autre gène. Je fais un examen génétique d'exome ou de génome pour un cancer du sein et je peux identifier une variation dans un gène qui va prédisposer à un trouble du rythme cardiaque ou une hypercholestérolémie. Comme il y a des éléments de prise en charge et d'amélioration de la qualité de vie de la personne avec cette information, on donne la possibilité à la personne, avant de faire l'examen génétique, de dire si elle souhaite avoir ces informations-là ou pas. Et derrière, bien sûr, toujours information des apparentés, si ça concerne les apparentés. Donc la prescription se complexifie au fur et à mesure que l'on va avoir de plus en plus d'informations et qu'on a un examen génétique de plus en plus complexe. Mais on prend le temps, en amont, d'informer la personne malade de toutes les conséquences et la personne malade choisit dans ses conséquences ce qu'elle souhaite faire. Enfin, quand on rend les résultats, il faut toujours informer sur l'existence d'associations de personnes malades. Ça, c'est aussi inscrit dans les textes de loi. Alors là, j'ai parlé comment faire un examen génétique sur une tumeur. Très bien, c'est très simple. Pas de consentement éclairé. On pourra rediscuter avec Damien, il peut y avoir des complexifications. J'ai parlé de la personne qui est malade. Je vais parler maintenant de la personne qui n'est pas malade, mais qui a un membre de sa famille qui est malade. Alors sur la tumeur, il y a quand même quelque chose que j'aimerais signaler, c'est que dans la loi de bioéthique 2021, il est quand même clairement dit que quand on fait une analyse sur la tumeur qui peut déboucher sur la connaissance d'une variation qui est germinale, c'est l'exemple en fait de BRCA dont on parle. En fait, je pense que le législateur a pensé à ça. Eh bien, on doit quand même donner l'information de cette possibilité à la personne. Et ça, je crois que c'est assez important de le redire. Au moment où l'analyse tumorale va être utilisée peut-être de plus en plus largement pour recueillir l'information BRCA1, BRCA2 parce qu'elle est utile au traitement, on va découvrir, ce faisant, des mutations germinales. Et on n'est pas tout à fait dédouané, c'est même le contraire de cet élément lorsqu'on pratique une analyse tumorale, dans ce cas précis, d'un gène qui peut être derrière et avoir une prédisposition germinale. Tu as tout à fait raison, c'est un point très important qui est récent, c'est cette obligation d'informer que, attention, cet examen qui était que sur la tumeur peut déboucher sur une information supplémentaire qui va dépasser la tumeur, qui va concerner la personne. Et du moment où on a quelque chose qui concerne la personne, ça concerne la famille aussi. Et c'est ça qui va rendre
à la fois un peu plus compliquer les process, mais aussi beaucoup plus pertinent et adapté pour la personne qui est informée en amont de ce qui va se passer et donc peut vraiment avoir une autonomie de décision, de prise en charge sur ce qu'elle souhaite faire. Et puis un dernier cadre, un peu particulier de l'examen génétique, c'est chez une personne qui n'est pas malade, mais qui a un membre de sa famille qui est malade. Exemple, une dame a une sœur qui a eu un cancer du sein, qui a eu un examen génétique, elle est porteuse d'une variation dans le gène BRCA1. Et bien, cette sœur qui pour l'instant n'est pas malade a un risque d'être aussi porteuse de cette variation. Donc elle va demander quel est son statut, et on ne peut faire cet examen génétique que par un certain nombre de personnes qui ont été déclarées nominativement auprès de notre agence régulatrice qui est l'agence de biomédecine. Donc dans ce contexte très particulier de présymptomatique, on ne peut pas forcément prescrire, en tout cas tout médecin n'a pas la possibilité de prescrire cette examen. Mais alors en pratique, quelqu'un qui a un cancer du sein ou de la prostate, on peut, en dehors de ce cadre déclaratif du présymptomatique, réaliser quand on est médecin spécialisé, en l'occurrence en cancérologie, on peut faire cette analyse germinale. Si la personne n'est pas malade ou si elle est malade? Si elle est malade. Alors si elle est malade, oui, aucun problème. Du moment où la personne est malade, n'importe quel médecin peut prescrire un examen génétique. Je crois que c'est important de le dire pour cette médecine de précision en oncologie, parce que là, on a quand même affaire à des analyses génétiques qui ont un champ mixte finalement, qui peuvent être à la fois tumorales, elles sont parfois tumorales exclusives, mais le plus souvent, elles sont germinales. Et elles offrent une possibilité thérapeutique importante. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui redire aux médecins oncologues qui gèrent des cancers de la prostate, des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, qu'ils sont en capacité réglementaire, dès lors qu'ils connaissent les règles que tu viens de nous rappeler, d'effectuer cette analyse, que la part que tu viens de dire, qui est du présymptomatique, par contre, celle-là doit être relayée à des équipes dites pluridisciplinaires qui sont spécialisées dans cette prise en charge. Tu as tout à fait raison. Je pense que la vraie clé, en fait, de bien prescrire un examen génétique, c'est être en capacité de préparer les circuits d'amont et d'aval, de bien situer à quel moment on risque de basculer entre somatique, germinal malade, présymptomatique. Et une fois que les circuits sont clairement établis, qu'on sait à peu près comment on va pouvoir gérer telle ou telle situation, la prescription de l'examen génétique, du moment où on comprend ce qu'on prescrit et qu'on comprend ce qu'on rend, est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. C'est super ça, nous voilà déjà un peu plus éclairés, on va rentrer un peu verticalement. Frédéric, peut-être. Une question qui est plus... on parle beaucoup de cancer et grossesse, enfin grossesse et cancer plutôt d'ailleurs dans l'autre sens, mais est-ce qu'il y a... Enfin, je sais qu'il y a aujourd'hui des indications de diagnostic préimplantatoire dans certaines prédispositions familiales. Est-ce qu'il y a des conseils à donner aux oncologues quand ils voient une patiente ou un patient qui est porteur d'une anomalie germinale prédisposant au cancer? Est-ce qu'il y a dans certains cas un diagnostic préimplantatoire qui peut être fait? Alors oui, dans des circonstances un peu particulières. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout du systématique. Il faut qu'on soit dans une situation familiale assez extrême qui fait qu'on va dépasser uniquement la notion d'un cancer héréditaire familial dans quelque chose qui va être un âge très jeune, une histoire familiale effroyable où il y a plusieurs personnes qui sont décédées en âge jeune. Donc là, oui, on peut faire une demande. Cette demande doit passer par un centre pluridisciplinaire diagnostic prénatal et qui va donc l'évaluer. C'est un groupe d'experts qui va déterminer si on est face à une maladie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic, puisque c'est les termes qui doivent être utilisés. Donc ce n'est pas du systématique. Ça, c'est important de savoir que, effectivement... Des fois, il y a des demandes... Oui, bien sûr. Il faut faire attention à ça, à ne pas inonder le système et bien préciser. Mais bon, après, et je crois que cette discussion doit quand même s'opérer plutôt, à mon sens, dans des centres de génétique spécialisés. Oui, c'est pour conseiller des oncologues vers qui adresser. Bien sûr, absolument. Et peut-être dire aussi, pour compléter ce que vient de dire David, il y a eu une expertise dans les années 2007-2010 là-dessus. Il y a des affections qui peuvent toucher l'enfant qui ont été retenues plus systématiquement que d'autres. Par exemple, l'hyphroménie pour P53 qui vont toucher les enfants avec des taux très forts. Mais même pour BRCA, on va venir à ce sujet, eh bien pour BRCA, il y a eu
quelques indications aujourd'hui, au cas par cas, sur ce qu'a bien précisé David. Il faut des histoires particulières, il faut les avoir pesées, il faut prendre en compte les données habituelles du DPNI, mais aussi la situation particulière. On va se verticaliser un peu avec deux exemples sur des niveaux un petit peu différents. Le cancer du poumon, parce qu'il y a une telle complexité aujourd'hui des thérapies et des marqueurs en regard qu'il faut que tu nous éclaires, Frédéric. Et après, on viendra à la prostate, parce que c'est assez nouveau finalement dans la prostate. Il va falloir du testing moléculaire génétique, et il en manque un peu. Et donc on va se verticaliser un petit peu. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler du cancer du poumon? Où on en est? Alors, le cancer du poumon, on va dire que les 30 dernières années, on est parti du cancer du poumon à un gâteau avec juste, on va dire, moins de 40% qui n'a pas une caractérisation moléculaire si on regarde la partie adénocarcinome. Parce qu'entre-temps, on a commencé à différencier les cancers du poumon selon leur histologie. Est-ce que c'était des cancers malpighiens ou des adénocarcinomes? Donc on a une maladie pour les adénocarcinomes qui est très caractérisée sur le plan moléculaire, donc avec des anomalies tumorales acquises, qui sont aujourd'hui, pour une grande partie d'entre elles, liées à des anomalies ciblables sur le plan thérapeutique. Donc, soit en première ligne thérapeutique métastatique, soit en deuxième ligne, soit aujourd'hui, pour certaines, y compris en phase précoce. Donc, ou alors qui contre-indiquent l'immunothérapie en phase précoce. Donc, on a besoin d'informations assez tôt dans le cancer du poumon. Donc on peut citer le premier qui était EGFR, bien sûr, alors qui a une épidémiologie différente si on parle des Asiatiques, on est à presque 50%, et chez nous on est plutôt dans les 17, 18, 20%. Ensuite, on a les anomalies, on a pas mal d'anomalies qui sont des réarrangements, donc réarrangement de ALK, 7% à peu près, de ROS, 1 à 2%, RET, 1% à 2%, NTRK. On commence à parler d'NGR1, donc on a ces réarrangements-là. Pendant longtemps, on avait une anomalie qui était prédominante dans les cancers du poumon, qui est RAS. Et donc on disait il n'y a rien à faire pour les cancers RAS mutés, qui étaient souvent des cancers des fumeurs. Et puis en fait, on sait aujourd'hui qu'on a la mutation G12C qui représente à peu près 10% des cancers du poumon, donc c'est quand même pas mal, qui est ciblable aussi par une cible thérapeutique spécifique. On a MET aussi aujourd'hui, qui est plutôt du côté augmentation d'expression et amplification. Donc voilà, donc on a, et BRAF bien sûr, pas oublié, donc on a énormément d'anomalies. Donc, comment on fait, sachant que la problématique des cancers du poumon, c'est que dans plus de 75% des cas, on va être sur des tout petits prélèvements. Des biopsies, donc des biopsies, c'est pneumologues, oncopneumologues qui les voient, donc des biopsies de la tumeur primitive, voire de la cytologie de brossage, ou alors de la cytologie ganglionnaire, donc par EBUS. Et en fait, on a finalement très peu de patients qui sont opérés aujourd'hui. Donc, on a peu de pièces chirurgicales. Donc, comme on dit en bon français, tissue is the issue. Notre problème majeur, c'est d'avoir assez de matériel pour travailler. Donc, en fait, il y a eu énormément de travail ces 10 dernières années sur comment on peut organiser le travail quand ces prélèvements arrivent en anapathe pour économiser au maximum le tissu, sachant que parfois, il faut d'abord qu'on élimine est-ce que c'est une métastase ou pas, est-ce que c'est un adénocarcinome versus un cancer malpigien, parce que les cancers malpighiens ont beaucoup moins d'altérations, ne sont pas testés systématiquement, sauf chez les non-fumeurs ou les patients jeunes. Donc on a ce premier triage où il ne faut pas qu'on commence à dépenser trop de tissu. Donc tout ça, c'est vraiment des discussions de RCP, c'est du travail spécifique en anapathe pour vraiment bien faire les choses. Et après, donc, on a plusieurs techniques qui s'ouvrent à nous. On a des choses qu'on peut tout à fait regarder en immunohistochimie. Et on doit regarder en immunohistochimie, là pour le coup, pour tous les cancers du poumon PDL1, ça c'est une obligation, quel que soit le type histologique. Mais après, par exemple, suspecter ou confirmer la présence d'une translocation, par exemple pour ALK, une immunohistochimie très forte, ça suffit. Donc on a commencé à faire beaucoup d'immunohistochimie et d'hybridation in situ pour regarder les fusions. Donc ALK et ROS1, par exemple, MET aussi, ça pourrait se faire en immunohistochimie. La mutation BRAF V600E peut se faire aussi en immunohistochimie. On a un anticorps qui est très spécifique. Donc on a cette possibilité, mais qui va être très, très dépensière en termes de tissu. Et puis après, on a la biologie moléculaire. Donc
il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On ne faisait pas forcément du NGS, on faisait des tests de RT-PCR, donc on sélectionnait les mutations de GFR les plus fréquentes, donc on touchait à peu près 80% de ces mutations. Et puis petit à petit est arrivé le NGS qui aujourd'hui, on va dire, balaye tout. Les recommandations de l'Institut national du cancer sur les cancers du poumon qui sont sorties en début d'année nous recommandent de faire le NGS en première intention, et ce qui nous arrange beaucoup parce que finalement nous on a arrêté de faire de l'hybridation in situ d'immunohistochimique pour ALK, ROS1 par exemple, parce qu'on est bien mieux à aller chercher en faisant du NGS. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui la stratégie c'est confirmer le diagnostic de cancer du poumon, faire un PDL1. On a parfois un peu des urgences thérapeutiques en première ligne, donc on peut faire un EGFR en méthode rapide. On a des systèmes de méthode rapide qui vont couvrir à peu près 85% des mutations les plus fréquentes. Donc ça peut être quelque chose, on répond en quelques heures, ou en un jour ou deux, selon les méthodes. Et puis on lance le NGS, et il faut soit un NGS ADN-ARN, donc soit en séquentiel, soit en parallèle, soit dans la même manip, mais il faut du NGS ARN pour bien couvrir les gènes de fusion. Alors après, on peut avoir des panels de tailles différentes, il faut faire très attention à la couverture de certains gènes, parce que pour les EGFR, il y a plein de mutations différentes, mais en tout cas, c'est devenu notre technique reine, et c'est dans des pays comme les nôtres, il y a un coût efficacité un coût efficacité qui est incontestable. Ça coûte beaucoup moins cher de faire tout en un que de faire une stratégie séquentielle. Et puis, on n'a pas ce risque d'épuisement tissulaire. On va répondre, nous, si le prélèvement arrive chez nous avant le mercredi, on rend le NGS le mardi pour la RCP poumon. S'il arrive avant le mercredi soir, il sera traité, le NGS va courir dans le week-end, interprété le lundi, et on a les résultats pour la RCP du mardi suivant. Si ça arrive après, on va faire un EGFR en rapide et on répondra la semaine d'après le NGS. Donc on arrive maintenant à répondre très rapidement. Et puis on a la possibilité d'avoir la biopsie liquide qui va, parfois on n'a pas assez de matériel dans les cancers du poumon, ou les patients ne sont pas prélevables, sont en mauvais état général, donc on va avoir recours à une biopsie liquide. Et puis surtout, l'indication reine de la biopsie liquide, c'est le suivi des résistances. Donc on va rechercher des choses simples, on va rechercher des mutations de résistance, aussi bien par rapport au EGFR qu'à ALK par exemple, pour arriver sur les deuxièmes générations de médicaments. Donc c'est je veux dire aujourd'hui, c'est criminel de ne pas faire, c'est un mot un peu fort, mais quand on sait que ces thérapeutiques ciblées agissent hyper rapidement, avec ce qu'on appelle un effet Lazare en quelques jours, même un patient qui n'est pas en très bon état général, il faut le tester, en particulier si c'est quelqu'un qui n'était pas fumeur, etc., qui a quand même des chances importantes d'avoir une anomalie ciblable, parce qu'on peut lui proposer un traitement ciblé et on saura très rapidement s'il fonctionne ou pas. Dans l'approche que vous avez sur les comutations, on a l'impression que ça prend une part assez grandissante dans le management thérapeutique. Je ne connais pas bien la phylogénie dans le cancer du poumon, mais ces comutations peuvent apparaître au cours de l'évolution de la tumeur. Alors typiquement, un patient qui va devenir résistant à une thérapie ciblée anti-EGFR, soit il va développer des nouvelles mutations, donc des mutations de résistance qui vont changer en fait la protéine et qui vont faire que le médicament ne peut plus être actif. Donc ça c'est la première chose. Il y a des mutations dans d'autres gènes qui vont apparaître. Alors MET en particulier mutation ou amplification, mais MET est très souvent impliqué dans ces phénomènes de résistance. Donc il y a eu beaucoup d'échecs des thérapies anti-MET dans le cancer du poumon auparavant, et là on pense qu'il va y avoir un retour des thérapies anti-MET parce que c'est une voie de résistance importante, donc ça pourra venir en backup dans ces résistances. Et puis on voit aussi dans ces résistances, et c'est là où il est important parfois de retourner au tissu, c'est que ces cancers, ces adénocarcinomes par exemple, ils peuvent se changer de phénotype, un petit peu comme dans le cancer de la prostate qui devient neuroendocrine, ils deviennent à petites cellules qui sont en fait les carcinomes à petites cellules du poumon qui sont des neuroendocrines agressifs de haut grade, donc qui ont un changement phénotypique complet de la molécule. Et puis rarement, mais ça arrive, dans 1 à 2-3% des cas, on a des co-phénomènes, mutation EGFR, translocation ALK, et qu'est-ce qu'on fait C'est toujours des discussions de RCP, par quoi on commence. Voilà. Pour faire quand même une jonction aussi avec le plan, parce que
quelle est aujourd'hui la complémentarité du plan France Médecine Génomique dans finalement la prise en charge du patient atteint de cancer, dans cette médecine de précision? Est-ce que vous, centre anticancéreux, vous avez, en dernier recours peut-être, ou dans certaines situations, recours à des génomes complets dans le cadre du plan? Oui, alors... Bon, d'abord, on essaie vraiment de développer la stratégie pour les patients jeunes, parce que je pense que c'est important. Et puis, en recours, lorsqu'on est passé, voilà, on a les usual suspects et on n'a rien trouvé pour voir si on peut trouver quelque chose. N'oublions pas qu'il y a quand même quelques formes dans le cancer du poumon, des formes histologiques particulières, où on va retourner vers l'oncogénéticien. Quand on a des cancers possiblement NUT ou SMARCA4, voilà, on peut avoir des cancers quand même associés à qui ont des morphologies particulières, donc on va alerter. C'est un très bon point, parce qu'on a un travail en cours, nous, dans notre unité, sur un gène qui s'appelle CDKN2A, mais on a du P53, on a du BRCA qui a été décrit par l'équipe de l'IGR. On a sous-estimé la prédisposition au cancer du poumon, parce que les gens sont fumeurs, on dit qu'ils sont fumeurs, d'accord, mais derrière, il y a quand même des prédispositions. La syphilis, c'est un bureau de tabac, comme on disait à mon époque, oui, lointaine. Et on va revenir à cette discussion en commun, mais ça va faire un lien, parce qu'aujourd'hui, dans l'information génétique, on a quand même un sujet dans la prostate, qui est peut-être assez curieusement l'organe qu'on n'a pas très bien vu au départ dans les prédispositions BRCA, mais qui a toute sa place, puisque quand on voit que 3 à 5% des patients ont une mutation germinale de BRCA, ça fait autant de cancer de la prostate que de cancer du sein. C'est comme dans le cancer du sein, c'est les mêmes chiffres en fait. Et donc c'est très important. Ça fait longtemps qu'on dit que c'est des glandes très proches quand même. Hein. Ouais. Interaction stroma-glande, hormones, bon voilà. Il faut croire, mais on a vraiment sous-estimé, je pense, parce qu'on disait c'est des gens âgés, donc c'était normal d'avoir un cancer de la prostate. Tu vois. Et donc maintenant on en est revenu, on sait que c'est vraiment dans ce qu'on appelle le spectre de BRCA2, et puis surtout on a de la ressource thérapeutique, hein. On voit les études se succéder, on ira certainement vers une remontée des lignes, comme on dit. Donc Pierre, on te donne la parole. Quelle est ta vue aujourd'hui et celle de l'AFU sur la problématique de l'analyse moléculaire dans la prostate? Moi je suis très heureux d'être là, parce que finalement je suis un des élèves de Lévi Cusneau, qui est quand même c'est son nom dans le domaine. Donc j'ai vu partir les choses du tout début. Et c'est vrai que depuis très longtemps, depuis le début de mon internat, on savait qu'il fallait quand même interroger les patients sur leurs antécédents familiaux de cancer de prostate. Et je commence par le constitutionnel, et après je parlerai aussi du somatique, comme on a structuré les interventions. Et effectivement, c'est un interrogatoire qui en fait est encore très faillible aujourd'hui, malgré tout. C'est toujours les fondamentaux qui manquent le plus. Et la présence de ces cas de cancer augmente beaucoup le risque et permet d'individualiser des patients à très haut risque de développer un cancer, mais en plus d'avoir des phénotypes agressifs. Un décès par cancer de prostate au premier degré augmente le risque de décès pour le patient. Donc la clinique garde encore toute sa place malgré les différents plans. Et BRCA2, c'est un cancer agressif. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on restait là, et puis on s'est aperçu quand même qu'il y avait une association avec sein et ovaire. Ça aussi, cliniquement, c'était connu, mais il a fallu attendre un peu plus d'une dizaine d'années pour que les choses soient clairement prouvées. Et je dirais que dans les gènes, dans l'hérédité monogénique du cancer de prostate, c'est vraiment BRCA2 qui sort du lot, puisqu'il est porteur non seulement d'un très haut risque en fréquence, mais aussi d'un phénotype très agressif. Donc il peut survenir précocement, le risque ne s'éteint pas vite, en fait, il perdure très longtemps, et la tumeur est volontiers très agressive. On parle aussi bien sûr de BRCA1, mais plus pour des arguments de fréquence que d'agressivité. Ce qui est apparu aussi, c'est dans la famille du mismatch repair, c'est MSH2 et MSH6, qui sont les deux qui ont été retenus, en fait, et probablement que c'est apparu assez récemment, parce que les anomalies génétiques responsables sont distinctes en fait, de celles observées pour le Lynch. C'est des grands réarrangements qui sont inaccessibles aux outils utilisés pour le Lynch.
Donc il est important d'utiliser le NGS pour ça, mais c'est probablement, enfin, les cliniciens s'accordent pour dire que c'est quand même une question relativement secondaire. Il y a un tout petit, c'est OXB13 quand même qu'il faut signaler. C'est donc probablement une mutation à effet fondateur en Europe du Nord qui augmente beaucoup le risque et possiblement aussi le phénotype tumoral. Mais l'essentiel de cette hérédité du cancer de prostate, elle est polygénique, avec, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par Damien, en fait des anomalies qui, elles, sont chacune porteuses d'un risque assez faible, disséminées dans le génome, mais quand on arrive à les regrouper, les risques se somment, et donc probablement qu'on aura de tels scores de risque à l'avenir. Donc ça, c'est pour porter le diagnostic d'héréditaire. Et je dirais en perspective, je crois qu'il faut remettre au goût du jour l'interrogatoire. Malgré tout, il faut aussi informer, je crois, de façon importante au sein des familles qui sont connues, qui sont diagnostiquées. Et les femmes portent très bien les informations pour BRCA. Dépister, et l'Association française d'urologie a été la première à recommander le dépistage, non pas le diagnostic précoce. Je ne refais pas l'historique de la guerre de sémantique sur le sujet, mais le dépistage, donc en cas d'identification d'une mutation dans BRCA2 ou dans OXB13. Et puis se poser très attentivement la question de la surveillance active quand il y a une mutation de BRCA2 du fait des phénotypes particuliers, et puisque la surveillance active est maintenant probablement le premier traitement appliqué chez les hommes à qui on diagnostique un cancer de prostate aujourd'hui en France. Et la clé, bien sûr, essayer d'identifier des parcours et des accès, soit à des cancérologues, qu'ils soient urologues ou cancérologues médicaux, qui aient cet intérêt, cette compétence, cette compréhension pour offrir ce soin aux patients. Pour ce qui est des anomalies somatiques, en fait, elles sont très fréquentes. Alors non seulement très fréquentes, bien sûr, Daniel encore l'a dit, dans une tumeur, il y a beaucoup d'anomalies génétiques, mais celles qui nous intéressent là, c'est des anomalies qui pourront être utilisées pour conduire un traitement éventuellement l'adapter, comme nous l'a montré, bien sûr, dans le cancer du poumon, Frédéric, à l'instant. Là, en l'occurrence, on est à estimer que dans les formes avancées, donc résistance à une première ligne hormonale, le cancer de prostate métastatique résistant à la castration, on a 90% d'anomalies qui pourraient être utilisées pour adapter le traitement. Que le gros de la troupe, c'est là encore le système HRR et puis BRCA, et que, là, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, dans pratiquement 10% des cas, cette anomalie découverte sur la tumeur, c'est une anomalie constitutionnelle. Et on boucle avec les consultations très spécifiques dont l'accès va être nécessaire. Les questions qui se posent, en fait, sont assez particulières au cancer de la prostate, puisque au sein de la glande, bien qu'elle soit petite, généralement, la tumeur est multifocale d'emblée. Et des difficultés vient du fait qu'au sein de... la tumeur est multifocale et génétiquement très hétérogène. Donc on a défini cette notion de tumeur index, celle qui va donner naissance au clone responsable du pronostic. Et c'est ce clone-là qu'on essaye d'attraper et qu'il est particulièrement difficile d'attraper finalement. Donc ça, c'est une question qui est assez spécifique, à ma connaissance en tout cas, au cancer de prostate, et qui est quand même finalement très importante à régler. En fait, on se rattrape parce qu'il y a une très bonne concordance pour ces mutations conductrices du pronostic de la maladie entre ce qu'on trouve dans les métastases et ce qu'on trouve dans le primitif. L'utilisation finalement de ce génotypage somatique, c'est l'adaptation thérapeutique, on l'a dit, avec le grand succès des inhibiteurs de PARP. Et là, donc on avait dans cette situation de cancer de la prostate finalement assez avancée, puisque résistant à une première ligne d'hormonothérapie et une deuxième ligne d'hormonothérapie, donc une AMM pour l'olaparib, chez les patients ayant une mutation inactivatrice de BRCA. Et puis une deuxième AMM pour l'olaparib est arrivée le mois dernier,
à ce moment-là, de façon un peu surprenante peut-être, puisque finalement, en association avec l'astatabiratérone, la prescription n'est pas conditionnée par le statut Je pense que c'est un mutationnel. accès précoce. Hein. Je Voilà. pense que c'est pas une AMM. C'est pas encore. L'AMM est tamponnée, mais on n'a pas encore l'accès. C'est effectivement un accès précoce. Et puis, l'Agence européenne a donné aussi une autorisation pour venir Oui, un avis favorable du CHMP Voilà. également. Pour Qui est avec quand même. Bon, l'abiraterone. Est-ce que tu ne penses pas d'ailleurs qu'il y a un progrès à faire sur le plan moléculaire? Quand tu regardes le cancer de l'ovaire, on est parti des gènes BRCA, ça marche avec vraiment un delta incroyable de bénéfices. On a compris qu'il y avait un phénotype HRD, ça marche super bien. Par contre, les gènes HR, du panel HR, dans la compréhension qu'on en avait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des études récentes qui sont parues et qui montrent que le pari qu'on avait fait que des mutations sur d'autres gènes HR qu'on comprenait, ça s'est révélé être... Est-ce qu'en prostate, on n'a pas un peu le même problème? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas à gagner dans la précision d'un phénotype HRD dans la prostate, comme on a fait dans l'ovaire, pour mieux définir des patients qui, entre les all-comers et puis peut-être les BRCA, pourraient bénéficier plus sélectivement? J'en suis persuadé. Tu as tout dit, clairement. Je dirais qu'un des risques, c'est que ces traitements arrivent finalement à être proposés à des patients qui ne sont pas tout à fait en fin de course, mais qui ont quand même été lourdement traités. Et on change d'échelle d'évaluation. C'est-à-dire que sur des pronostics qui sont des pronostics à relativement court terme, finalement, de petits gains représentent des gains au total statistiquement significatifs. Et puis à la fin, on est toujours à la comtesse du Barry, une minute, un petit moment, monsieur le bourreau, encore un petit moment. C'est jamais l'heure. Donc je crois qu'il faut vraiment raison garder dans les prescriptions. Certes, c'est une très très bonne nouvelle que ces molécules arrivent, soient disponibles, mais quand même tous les résultats, tous les bénéfices observés, même si on peut les discuter, sont très 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 conditionnés par le statut BRCA. Oui, alors on en revient au statut BRCA parce que dans l'hérédité quand même de BRCA, malheureusement, on sait dans les études qu'on a fait de screening de la prostate que quand tu as une mutation germinale de BRCA, une fois sur deux, il n'y a rien dans la famille. Parce que BRCA2 fait moins d'ovaires, parce que BRCA2 c'est moins de cancer du sein des femmes jeunes, parce que BRCA2 tu l'as hérité de ton père, enfin, pour de multiples raisons. En tout cas, les faits sont là, une fois sur deux, tu n'as pas la mutation germinale. Et donc je crois que pour le milieu de l'oncologie, à la fois, il est très important d'orienter, quand on a une probabilité de mutation augmentée, BRCA2 vers une consultation spécialisée qui pourra peut-être faire le test, etc. Mais je pense qu'il faut aussi considérer l'analyse thérapeutique en dehors des antécédents familiaux. Et pour moi, ça se pose par le tumoral, tu vas peut-être en discuter, mais ça peut aussi se poser en germinal, de la même façon qu'on va le faire dans le cancer du sein, où l'oncologue qui connaît le cancer du sein va pouvoir prescrire une analyse germinale, et bien, quand il pense que son patient peut bénéficier d'un PARPI, que c'est non contributif, par exemple, en tumoral, je crois qu'il faut aussi qu'on pense aussi avoir cette possibilité en tête d'analyse germinale. D'ailleurs, c'est... La faute des anapathes, en fait. Non, c'est pas ça, mais c'est ce qui maintenant est recommandé dans les bonnes pratiques anatomopathologiques, comme Frédéric l'a publié il y a fort peu de temps, et repris par l'Association française d'urologie. Vous avez inscrit que quand on ne débouche pas sur l'analyse... Parce que malheureusement, c'est vrai que... Pierre l'a dit, c'est très particulier. Le score de Gleason est un score très particulier. Habituellement, le score part d'une uniformité, alors que là, en fait, on prend des pourcentages des contingents les plus représentés. Donc, ça montre bien déjà l'hétérogénéité. Donc, ça, c'est une première chose. D'autre part, c'est des tumeurs très fibreuses, où finalement, on a un rapport tumeur sur tissu qui peut être faible. Et donc, on a quand même énormément d'échecs, même on ne parle même pas des tests qu'on envoie à l'extérieur, mais même chez nous, en essayant vraiment de sélectionner les zones les plus cellulaires, etc., on arrive quand même à des 30-50% d'échecs sur les techniques. Donc ça veut dire que si on fait un examen sur la tumeur et que cet examen dit qu'il n'y a pas de variation BRCA 1 ou 2, on va dire non contributif, on ne peut pas s'arrêter là. Non.
Il Dans la faut faire prostate, un il faut pas. prélèvement Surtout dans la pas. prostate, un Ouais. prélèvement sanguin de la personne, Ouais, parce ouais. que peut-être qu'elle est porteuse d'une variation Ouais, BRCA2 ouais. et qu'elle pourra bénéficier en fait de l'olaparib avec ce que l'on sait ce que ça représente en termes de qualité de vie et de survie de ces nouvelles molécules qui sont bien plus tolérées que les molécules plus anciennes. C'est d'ailleurs, cette tolérance est probablement un élément crucial pour leur avenir et dans leur bénéfice. C'est tout à fait évident. C'est pour ça qu'elle se positionne d'ailleurs en option alternative à la chimio. Mais c'est tout à fait aussi bien décrit dans le parcours suggéré où on va s'intéresser aux somatiques, mais revenir finalement sans trop tarder au germinal quand on a l'hypothèse d'un bénéfice clinique pour le patient à cette prescription. Je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Vas-y. Ce qu'il ne faudrait pas pour tout cancer de l'ovaire, tout cancer du sein, tout cancer de la prostate au diagnostic, faire cette étude en génétique moléculaire, parce que finalement on voit que ça représente 5%, 10%, re-5%. 5% c'est une personne sur 20. C'est pas loin des critères de préventif. Il faut quand même le rappeler. La plupart des critères préventifs, les critères préventifs d'analyse dans les guidelines du NCCN et de machin sont basés entre 5 et 10% pour les barres les plus hautes. Mais ils ont tous été bâtis comme ça. Donc 5% dans la prostate métastatique, on y est à peu près à cette barre. Autrement dit, les critères familiaux qui sont requis pour faire l'analyse familiale, ils le sont dans une prostate métastatique, bien sûr. Puisque dans la situation métastatique, on a justement, enfin enrichi si c'est un mauvais mot, mais de la population des personnes qui ont un cancer BRCA2 qui est plus agressif. Mais après, tu as la pénétrance du gène. C'est vrai que, on le voit dans le cancer du sein, les patientes qui ont des mutations BRCA2, c'est plutôt des cancers vers 60. Donc en fait, on se dit, c'est l'âge, quoi. Enfin, on rentre dans la tranche d'âge, dans la zone de risque. Donc il faut être beaucoup plus systématique, ça c'est clair. Moi, il faudrait qu'on ait les moyens de le faire. Le problème, c'est les moyens. Ouais, mais c'est quand même la situation clinique les qui ressources domine. Humaines. Je pense les que moyens à message, tous les sens du terme. C'est quand même la situation clinique et le bénéfice qu'on peut tirer qui va... il y a quand même un changement de paradigme. Là, on n'est plus sur des critères là, un peu alambiqués des fois. On est quand même guidé par l'intérêt potentiel d'une situation oncologique particulière. Et l'ADN tumoral, alors, dans tout ça, je pose la question à tous les deux. Tu veux dire le circulant? L'ADN tumoral circulaire, pardon. Excuse-moi, duquel parle-t-il? Parce qu'après, il y a le bon ADN, celui qui est donné que par la mère, le mitochondrial, qui est le meilleur de tous. Enfin, on a vu qu'il intervenait pas trop dans les cancers. On pourrait faire une pierre deux coups. On a le tumoral, on a le constitutif, c'est formidable ce truc. Alors, est-ce que... quitte à prendre du sang pour chercher du BRCA, je pense qu'il vaut quand même mieux le chercher en dehors du sérum, plutôt sur les cellules. Je pense qu'on sera plus fiable. Mais dans le sérum, éventuellement faire un jour un HRR, enfin un HRD, pardon, parce qu'il y a des tests qui commencent à être développés sur l'ADN tumoral circulant. Mais bon, voilà. Enfin, si tu as une Après, si j'ai une prise de sang, à 50% quand même sur ton ADN, c'est... Oui, bien sûr. Bien sûr, tout va dépendre de la valve. Enfin, il y a quand même sur les études justement d'enregistrement des inhibiteurs de PARP, il est rapporté en tout cas des concordances entre tissus et ADN circulant qui dépassent 90%. Qui sont très bons. C'est très séduisant. C'est séduisant, surtout dans du non-contributif. Là, vous avez inscrit aussi que justement dans du non-contributif, l'ADN tumoral circulant... Voilà, exactement comme on fait dans le poumon. En fait, dans le poumon... C'est pareil, si on n'arrive à rien sortir, on va dans... On est en capacité en France, par nos laboratoires, d'offrir le testing de l'ADN circulant BRCA1, BRCA2. Oups. Alors, ça demande des technologies quand même, c'est un peu plus compliqué de rechercher des hotspots mutationnels, tu vois, de BRCA ou PI3 ou EGFR. Enfin, je veux dire EGFR, etc. C'est plus compliqué sur BRCA, donc... il y a un gros effort actuellement qui se développe sur l'amélioration des techniques de biopsie liquide, mais c'est vrai que pour le moment, on a quand même du mal par rapport à s'aligner sur ce qui est fait par les industriels qui ont quand même des solutions d'une sensibilité beaucoup plus élevée. Après, est-ce que la spécificité est excellente, j'en sais rien. Pour conclure, c'est ce qu'on va faire. L'équipe des généticiens va poser une question aux oncologues et vice-versa. Vache, si possible, une question de sûr.
Ouais, vas-y, Ça y est, David. t'as vu, on se croirait dans un concours, ils sont en train de se dire alors qu'est-ce que tu penses? Ils vont pas avoir le. On va poser la pire des questions. C'est, on a un moment évoqué très rapidement que ça coûtait des sous. Et du coup, je me dis, mais certes, ça coûte de l'argent de faire un examen génétique, mais pourquoi c'est pas autant développé alors qu'on a bien compris que c'est indispensable d'avoir un diagnostic pour accéder à ces thérapies? On a bien compris que l'industrie développe l'ADN libre circulant qui semble être absolument, tumoral circulant, semble être absolument pertinent dans ces situations-là. Pourquoi on ne le fait pas en France? Pourquoi il y a cette histoire d'argent et de moyens? Qu'est-ce qui bloque? Alors, je pense que d'abord, en France, par rapport à d'autres pays, on est quand même dans un pays où, lorsqu'on est atteint d'un cancer, on ne se pose pas la question de savoir si on va pouvoir se payer ses traitements, si on va pouvoir se payer ses examens, si on va pouvoir avoir des scanners de contrôle. Hein. Donc, voilà, on est quand même dans un pays où on est quand même très bien pris en charge. Après, il y a des économies d'échelle que j'ai un peu de mal à comprendre parce que toutes les études médico-économiques montrent coefficacité du NGS, coût des thérapies, bénéfice des thérapies ciblées. Mais alors moi qui suis un peu ancienne, le trastuzumab est arrivé en 2005. On a fait une étude médico-économique en 2005 pour montrer qu'il fallait rembourser l'hybridation in situ. C'était 150 €. Enfin, ce n'est pas non plus une somme énorme. On a mis 5 ans avant le remboursement de l'hybridation in situ. Et pendant cette période-là, il y a eu toute une période de patientes qui n'étaient pas testées en hybridation in situ, qui étaient un peu poussées d'un côté ou de l'autre, etc., pour valider le statut HER2. Donc, c'est un peu les rouages des process de validation français. Et malheureusement, on s'appuie, à mon avis, pas assez sur les études médico-économiques, comme le font par exemple nos collègues anglais. UK, on critique assez souvent en disant qu'ils n'ont pas un niveau de soins à notre hauteur, etc. Mais ils font des études médico-économiques et quand ils voient que c'est coefficace, ils y vont. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de ne pas faire assez de coefficacité. Voilà. Et après, la biopsie liquide, en fait, elle est prise en charge au niveau du RIHN de la même façon qu'un séquençage ou qu'une PCR sur tissu. Il n'y a pas de différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les solutions sont très chères, parce que c'est celles qui... Les PAN, les kits de biopsie liquide avec un comprehensive genome sequencing, sont très chers. Et là, par contre, on est complètement dans les clous par rapport... et ça revient à l'établissement qui prescrit, donc c'est une problématique. Et on est justement sur les RIHN, parce qu'effectivement, c'est une opportunité, c'est des référentiels, des actes innovants hors nomenclature, mais effectivement, l'enveloppe n'est pas suffisante, et donc il y a un reste à charge, en fait, pour l'établissement qui va faire ces tests-là, ce qui peut poser une difficulté aussi. Qui est de 48% par rapport à ce qui est mis dans le RIHN. Donc sur un grand panel, on est à 2400 et quelques, et sur un test que tu devrais acheter 4 000 ou 5 000 €, tu vois, tu vas être remboursé 1 200 €. Elle était pas mal ta question, David. Bon, signalons quand même deux choses, qu'il y a une évaluation en cours de l'HAS sur le NGS. On n'a jamais été aussi près d'arriver à quelque chose. On n'a jamais été aussi près et qu'on a quand même un pays, si on regarde au niveau international, qui a un testing quand même très bon en oncologie, grâce aux plateformes, notamment de l'INCA. Vous n'auriez pas une question un peu vache? Mais on pourrait augmenter le salaire des médecins si on payait moins le testing, par exemple. Vous n'avez pas une question pour les généticiens? Un peu difficile. Non, je ne sais pas. Quelle question pourrez-vous poser? Moi, j'ai toujours la question sur le plan France Médecine Génomique, en fait, parce que je trouve que aujourd'hui, je pense que ce qui freine le plus, ce n'est pas forcément les prélèvements congelés, parce qu'aujourd'hui, pour les tumeurs, je parle, on va arriver à pouvoir envoyer dans certaines indications, mais c'est le délai, en fait, et c'est ce qui bloque un peu. C'est-à-dire que des équipes se disent oui, mais moi j'envoie parce que je suis dans une session de recours, mais si j'ai 2 mois pour avoir mon rendu de résultat, c'est trop tard. Donc est-ce que la balle est dans le camp des prescripteurs qui devraient prescrire plus tôt, ou est-ce qu'il y a des marges d'amélioration du côté de des plateformes? Il y a des marges d'amélioration à plusieurs niveaux, effectivement. Donc il y avait l'histoire du congelé versus en paraffine. C'est en train d'évoluer à ce niveau-là, ce qui était quand même un frein. Après, la question, effectivement, c'est que dans le plan France Médecine Génomique, contrairement à ce que tu as dit, ce n'est pas tout médecin qui peut prescrire, on passe par des RCP, donc on les discute, donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir un diagnostic, il faut ensuite passer par les RCP en général c'est 1 fois par semaine, ensuite il faut voir s'il y a du matériel, il faut que ce matériel soit qualifié, envoyé avec du sang constitutionnel, puisqu'il y a une comparaison entre le constitutionnel et le tumoral,
ça doit voyager, puisqu'il n'y a que 2 laboratoires en France médecine-génomique, soit Sequoia sur Paris-Île-de-France, soit Oragène sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ensuite, il y a toute la partie technique qu'on va faire par batch, effectivement. Donc moi je connais mieux Oragène, il y a plusieurs runs de séquençage qui sont lancés par semaine. Après, il y a le traitement bioinformatique. Ensuite, il y a l'interprétation biologique. Donc effectivement, je pense qu'on pourrait gagner probablement à chaque étape, mais il y a moins de flexibilité que quand on fait tout ça in situ, dans son labo, comme vous l'avez très bien dit. On a le prélèvement, la technicienne elle est là, on conditionne, on fait le pré-analytique, etc. Donc il y a certainement des marges de progression. Là, on est effectivement plutôt à 2 mois. La cible, c'était plutôt à 1 mois. J'espère que ça va permettre effectivement de diminuer ce délai, parce que pour le patient, c'est vraiment très important, parce que souvent, c'est effectivement des recours. Les pré-indications, c'est dans des cas un petit peu extrêmes. Donc on a besoin d'aller certainement un peu plus vite. Je rajouterais, probablement, il n'y a pas assez de personnes aujourd'hui en France qui sont formées et compétentes pour pouvoir faire ces examens génétiques. Ça veut dire qu'il faut augmenter, en fait, puisque les besoins sont devenus énormes dans tous les domaines, il faut augmenter ce nombre de personnes. Et bien évidemment, les temps de formation, ils sont longs. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme ces examens génétiques sont très mal remboursés, la plupart du temps, la génétique n'est pas forcément considérée comme étant une priorité pour les établissements de santé, puisque c'est une notion d'appauvrissement pour eux, puisque finalement, si j'achète 10 millions d'examens génétiques, je ne serai remboursé que 5 millions, donc je vais avoir un trou dans la raquette. Et donc il faut impérativement repenser le système de santé tel qu'il existe aujourd'hui pour ces examens qui, il est vrai, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter, puisque finalement on a une césure en 4-5 ans où c'est passé de ça ne sert pas à grand chose, ou c'est très exceptionnel d'utiliser la génétique, à on en a besoin, pas tous les jours, mais presque. C'est vrai. Et donc on a besoin d'ajuster en fait les moyens humains avec les moyens de remboursement de ces examens de façon assez urgente. Mais comme tu l'as dit, c'est en ce moment que ça se oui, et la temporalité de nos alors, instances n'est pas celle de vous. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait améliorer l'interprétation des résultats et ChatGPT voir les patients pour les informer? Non, mais je veux dire, pourquoi nous, pas on de est en train de nous l'évaluation dire en ce moment combien d'anapathes il faut former en moins maintenant que vous allez être remplacé par des machines. Est-ce qu'à l'évaluation, on ne pourrait pas aussi mettre ChatGPT peut-être? Voilà, aussi peut-être, ça irait peut-être plus vite. Écoutez, ChatGPT a été évalué il y a très peu de temps en outil de réponse à des questions de patients. Et les réponses de cliniciens ont été comparées à l'aveugle aux réponses de ChatGPT, qui a été considéré comme beaucoup plus empathique. Oui, j'ai vu ça. C'est bien. C'est bien, super. Il ne manquait plus que ça. Il me reste à vous remercier à tous les cas. J'espère qu'on aura donné un éclairage transversal. Pour le moins, c'est l'objet de notre société. Merci beaucoup à vous 4. Merci Pascal. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.